Bonsoir à tous, on espère que la colle s'est bien passée. On va maintenant attaquer la partie de la correction concernant l'UE2 M2. Donc, petite précision avant d'attaquer, professeur Yardin a relu notre colle et donc nous a fait part de ses remarques et on les a intégrées dans notre colle. On attaque directement avec le premier QCM, donc que je vais pas forcément détailler complètement. Donc si vous avez des questions vis-à-vis de ce QCM, n'hésitez pas à poser en commentaire, en chat. On y répondra avec plaisir, bien sûr. Donc c'est parti. Donc l'item A était vrai, effectivement. Donc la polymérisation des filaments d'actine peut être obtenue in vitro en présence de Mg2+. Elle nécessite aussi de penser aux monomères qui vont être intégrés dans le filament et à l'ATP. Mais ici, il n'y avait pas de présence d'un mot comme uniquement, donc c'était pas une phrase exclusive de Mg2+, donc elle était bien vraie. Pareil, pour l'item B, donc les monomères d'actine G liés à l'ATP constituent la forme apte à la polymérisation. Dans notre tête, il faut que ça fasse tilt ATP polymérisation, ADP dépolymérisation, parce que en fait l'ATP ici ça va servir en fait à la dépolymérisation parce que c'est bien l'hydrolyse de cette molécule qui va entraîner la dépolymérisation. Item D, pour terminer pour le QCM1, donc le complexe ARP 2,3 ou 2 tiers a pour but de former des réseaux de filaments d'actine dans le cortex cellulaire parce que c'est un complexe de nucléation et par définition il stabilise ces filaments. Concernant l'organisation des filaments d'actine, QCM2, donc l'inverse du QCM1, tout était faux. Ici, on attaque avec donc premier item. A, faux, pourquoi? Parce que dans les filopodes, les filaments d'actine interagissent avec la fascine et non les filamines. Pour moi, ce que j'utilisais pour m'en rappeler, c'est que, bon, c'était pas vraiment un moyen mémotechnique, mais moi ça me permettait de m'en rappeler. Dans les filopodes, je me disais que filopode, filamine, ça fait redondant et c'est trop simple. Et les sciences, c'est jamais simple. Donc du coup, dans ma tête, je me disais, c'est sûr que c'est plus complexe que filamine, donc du coup, ça doit être fascine. Donc filopode, fascine, l'autre type réseau gel, c'est forcément filamine, et pour les fibres de stress, elles interagissent avec de la myosine et de l'alpha-actinine entre elles. Donc moi, je me rappelais déjà, j'en avais au moins un que je savais toujours que c'était le bon filopode fascine. Donc, item B, c'est faux, donc les contacts focaux sont présents dans les cellules non épithéliales, pas dans les cellules épithéliales. Item C, faux aussi, donc lors des mouvements cellulaires, il y a une dépolymérisation des filaments d'actine à l'arrière et pas à l'avant. Donc pourquoi l'arrière? Parce qu'en fait, ici, on va avoir la forme d'une sorte de tapis roulant. En fait, ça va former comme un tapis roulant, et comme vous prenez un bloc de béton, personne ne fait ça, mais il faut imaginer qu'on est en Égypte antique, donc quand on prenait un bloc de béton et qu'on mettait des rondins de bois, les grands rondins de bois avant ils roulaient vers l'arrière et ceux qui étaient à l'arrière ils repassaient à l'avant, et donc du coup comme ça on pouvait faire avancer un truc. Ça fonctionne pareil dans la cellule, c'est-à-dire que les dépolymérisations à l'arrière elles sont refaites à l'avant, et donc du coup au global du coup la cellule se déplace vers l'avant. Voilà. Item D était faux, donc l'unité contractile de la fibre musculaire s'appelle le sarcomère, pas le myofilament. Le myofilament c'est un assemblage d'unités fonctionnelles. L'item E était faux, cap Z permet l'ancrage de l'extrémité plus de la bande mince au niveau de la strie Z, parce que c'est à ce niveau-là que se trouve l'extrémité plus, alors que l'extrémité moins au centre du sarcomère. QCM3, ABC, donc 3 items de vrai. Sur les microtubules, donc les microtubules sont des cylindres creux d'assemblage de monomères globulaires, c'est bien visible sur ce schéma. Ils jouent un rôle dans l'organisation du cytosol, c'est vrai aussi, donc ils jouent aussi un rôle dans la mitose, dans le transport vésiculaire, ils jouent un rôle dans la stabilisation, bref, ils jouent un rôle dans plein de choses différentes. Item C, ce sont des structures qui sont polarisées aussi, donc on le voit bien au niveau du centrosome moins, à la périphérie plus, d'ailleurs à cet endroit-là on aura la polymérisation, dépolymérisation avec les catastrophes, etc. Item D était faux, donc la formation de dimère est possible lorsque la tubuline bêta est liée au GTP, formation de dimère possible lorsqu'elle est liée au GDP, effectivement pas au GDP, donc on a la polymérisation avec le GTP et la dépolymérisation avec le GDP, parce que ici, la dépolymérisation est un peu particulière pour les microtubules, parce que ça sera surtout lié à une instabilité intra-microtubule, et lié à une hydrolyse de la coiffe GTP, justement en GDP, qui va entraîner une catastrophe et donc une dépolymérisation soudaine du microtubule. Item E était faux aussi, la polymérisation des microtubules est plus rapide au niveau de l'extrémité plus que de l'extrémité moins, parce que l'extrémité moins protège, c'est l'endroit de rayonnement des microtubules, c'est le centrosome. On continue donc du coup avec le QCM4, où on avait que 2 items juste, donc A et C, donc la colchicine se fixe sur les monomères tubulaires, rien à dire de plus dessus. Item B était faux, la colchicine est particulièrement utilisée dans le traitement de la goutte et dans la réalisation de karyotypes, donc
le traitement de la goutte, vous verrez ce que c'est comme pathologie, pas besoin de le détailler, vous le verrez plus tard, réalisation des karyotypes, donc parce que c'est une toxine antimitotique, donc on va bloquer les cellules en mitose et on va observer les chromosomes constitués en mitose par donc du coup inaction des microtubules. On continue donc avec l'item C. L'item C était vrai. Les dérivés de la pervenche de Madagascar se fixent sur les dimères alpha et bêta. La pervenche de Madagascar donne des dérivés comme la vinblastine et la vincrécine, qui sont ses dérivés majoritaires et qu'on utilise. D'ailleurs, qui sont aussi, donc pour l'item D, utilisés en chimiothérapie. Et pas dans le traitement de la goutte, donc l'item D était faux. Et l'item E, donc les phalloïdines exercent un effet stabilisateur sur les microtubules constitués, c'est le Taxol, pas les phalloïdines. Les phalloïdines agissent sur les filaments d'actine avec le même effet, l'effet stabilisateur. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux autres, et donc du coup, ils vont poursuivre la correction des... Salut à tous, donc on va poursuivre cette correction en corrigeant le QCM5. Donc il y avait 2 items de vrai, le A et le C. Donc l'item B il était faux parce qu'on vous dit que MAP2 est une protéine stabilisatrice que l'on retrouve au niveau des axones. Donc c'est pas au niveau de l'axone qu'on va le retrouver, mais plutôt des dendrites et du corps cellulaire. Donc pour rappel, c'est la protéine Tau que l'on retrouve au niveau des axones des neurones matures. Ensuite, l'item D il était faux parce que dans la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une hypo, mais plutôt une hyperphosphorylation anormale de la protéine Tau. Et l'item E, il était faux parce que les kinésines, elles sont responsables des transports centrifuges. Et donc ce sont les dinéines qui sont responsables des transports centripètes. Donc on va passer au QCM6. Il n'y avait qu'un seul item de vrai, c'était l'item B. Donc la A, elle était fausse parce qu'on vous dit que le centrosome, il est composé d'une paire de diplosomes entourés par le matériel péricentriolaire. Donc c'est pas une paire de diplosomes mais une paire de centrioles. Donc il faut savoir qu'une paire de centrioles, c'est égal à un diplosome. Donc pour ça, je vous conseille de bien regarder les schémas du cours. Moi, ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Donc ensuite, l'item B, il était vrai. L'item C, il est faux parce qu'on vous dit le centriole est un cylindre creux dont la paroi est formée de 9 doublés de microtubules. Donc c'est faux, c'est 9 triplés. Donc là, on peut très bien le voir sur le schéma. On a les triplés, donc A, B, C. On voit bien qu'il y en a 3. Ensuite, l'item D, il était faux parce qu'on vous dit le microtubule C interagit avec l'axe protéique central par une lame protéique radiaire. Donc là encore, on voit bien sur le schéma que le microtubule qui interagit avec le bras radiaire, c'est le microtubule A et non le C. L'item E, il était faux parce que ce n'est pas le microtubule A qui est incomplet, mais on voit bien que c'est le microtubule B, parce qu'on voit bien qu'il possède 3 protofilaments en commun avec le microtubule C, donc ici symbolisé par les petits points rouges sur le schéma du diapo. Donc ensuite, on va passer au QCM7. Là encore, il y en avait une seule de vraie, l'item A. Donc le corpuscule basal, ça correspond bien au cinétosome. Donc ensuite, pour apprendre cette partie du cours et répondre à ce genre de QCM, je vous conseille de bien regarder le schéma qu'on a mis sur le diapo, parce que je le trouve très clair, il est bien découpé au niveau du cil et on voit bien toutes les structures. Ça résume bien la partie du cours qui est quand même assez dense et assez compliquée à comprendre de premier abord. Donc du coup l'item B il était faux parce qu'on vous dit le cinétosome a une structure en 9 plus 0. Donc si on regarde notre schéma, on voit bien que le cinétosome il a une structure en 9 triplé avec les lames radiaires reliées au microtubule A. Le 9 plus 0 ça va vraiment être la base de notre cil, comme on le voit sur le schéma. Ensuite, item C il était faux aussi parce qu'on vous dit l'axonème comporte une structure en 9 triplés avec des lames radiaires. Donc là, non, ça concerne le cinétosome. L'axonème, il a une structure en 9 plus 2. Voilà. Ensuite, l'item D, il était faux parce qu'on vous dit que c'est l'hydrolyse du GTP qui permet les battements ciliaires. Donc ça, c'est faux, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Et ensuite, l'item E, il est faux parce que ce n'est pas une mutation de la kinésine qui est responsable du syndrome de Carter-Jenner, c'est une mutation de la dinéine. Voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. On va poursuivre du coup la correction de la colle. Donc comme toujours, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la poser. Donc QCM8, il y avait un item de juste, c'était l'item B. L'item A, il était faux. Les filaments intermédiaires, ils ne sont pas constitués de monomères globulaires comme c'était écrit, mais de monomères fibreux. Donc là, il faut bien faire la distinction. On a d'un côté les filaments d'actine et les microtubules qui sont constitués de monomères globulaires. Et de l'autre côté, on a les filaments intermédiaires qui, eux, sont constitués de monomères fibreux. L'item B, du coup, il était vrai. L'item C, il était faux. Les filaments intermédiaires, ce sont des structures qui sont non pas plus flexibles que les filaments d'actine, mais moins flexibles. En fait, ils sont beaucoup plus rigides. Du coup, ça va diminuer
diminuer la flexibilité. L'item D, il est faux, les filaments intermédiaires ne sont pas des structures polarisées. Donc encore une fois, là, il faut faire la distinction entre les filaments d'actine et les microtubules qui sont polarisés et les filaments intermédiaires qui, eux, ne sont pas des structures polarisées. Et l'item E, il était faux, les filaments intermédiaires sont le résultat de l'assemblage de plusieurs tétramères qui sont non pas polaires comme c'était écrit, mais apolaires. Donc juste, on va faire un petit rappel sur la formation d'un filament intermédiaire. En fait, vous avez deux monomères qui vont s'assembler au niveau de leur domaine central pour former un dimère torsadaire hélice alpha. Deux dimères torsadaire hélice alpha vont s'assembler avec un léger décalage pour former un tétramère apolaire. Plusieurs tétramères apolaires vont s'assembler pour former un protofilament. Et ensuite, 8 protofilaments s'assembleront pour former un filament intermédiaire. Donc ça, c'était juste pour faire un petit rappel. Donc QCM8, le seul item de juste, c'était l'item B. QCM9, donc là il y avait 3 items de juste, c'était le A, le B et le E. Donc le A, je vais juste faire un petit rappel en fait pour vous rappeler que la lamine permet bien du coup de maintenir l'intégrité nucléaire puisqu'elle va participer à la formation de la lamina nucléaire et cette lamina nucléaire permettra en fait l'organisation du noyau à l'intérieur de la cellule, de maintenir la position du noyau à l'intérieur de la cellule et ça permettra de maintenir en fait l'intégrité de l'enveloppe nucléaire. Donc ça c'est juste pour ça, l'item A était bien vrai. L'item B était vrai aussi. Les items C et D, ils étaient faux et en fait, ils étaient inversés. Donc c'est la desmine qu'on va retrouver dans les cellules musculaires et qui permettra en fait de relier les filaments contractiles entre eux à la membrane plasmique et à l'enveloppe nucléaire. Donc là vous le voyez, la desmine est juste ici au niveau du sarcomère. Et l'item D, c'était la périphérine du coup qui permet la formation des dendrites et des axones dans le système nerveux périphérique. Donc là les items C et D étaient inversés dans les justifications. Et l'item E était vrai. Donc QCM9, les 3 items de juste, c'était le A, le B et le E. QCM10, donc là il y avait 3 items de juste, c'était le B, le C et le D. L'item A, il était faux. Dans la dystrophie musculaire de Duchenne, on observe non pas une accumulation de dystrophine, mais une absence justement de dystrophine. Donc dans la dystrophie musculaire de Duchenne, c'est une maladie qui touche les garçons et dans cette maladie, il va y avoir l'absence de la dystrophine. La dystrophine, c'est une protéine qui permet de relier les filaments d'actine à la fibre musculaire. Donc dans cette maladie, il n'y en a pas, ce qui va entraîner une désorganisation au niveau du cytosquelette et donc une dégénérescence au niveau des cellules musculaires, comme il vous l'était dit à l'item B, du coup, qui était vrai. Les items C et D, ils étaient justes, et l'item E, il était faux. La mutation du gène codant pour la lamine, c'était non pas la lamine C, mais c'est la lamine A, qui induit du coup la progéria. Donc pour vous en souvenir, vous pouvez vous dire que progéria, ça se termine par un A, comme du coup la lamine A. QCM11, donc là on va passer à la partie du professeur Yardin, donc il fallait bien lire l'énoncé de l'item, on vous demandait les cellules qui avaient terminé la méiose, donc là il fallait bien que tout soit assez ordonné dans votre tête. Donc en premier on vous proposait l'ovogonie. Alors les ovogonies, on se rappelle, on les retrouve entre la 5e semaine de développement embryonnaire jusqu'au 5e mois. Ce sont des cellules qui sont diploïdes et qui vont se multiplier par mitose et qui du coup n'ont pas encore commencé la méiose. Donc l'item A il était faux. L'item B, on vous proposait l'ovocyte 2. Donc là, on se rappelle, quelques heures avant l'ovulation, on va avoir un ovocyte 1 qui a été sélectionné, qui va du coup donner un premier globule polaire, et l'ovocyte 2. L'ovocyte 2 va continuer la méiose, donc il va reprendre la deuxième division méiotique, et il va se bloquer en métaphase 2. Et ce n'est qu'en cas de fécondation qu'il terminera sa méiose. Donc du coup, l'item B, il était faux. Ensuite, on passe chez l'homme. On vous proposait en C le spermatocyte 1. Le spermatocyte 1, on se rappelle, c'est une cellule qui est diploïde, qui va s'engager dans la première division méiotique pour donner 2 spermatocytes 2. Donc le spermatocyte 1 n'a pas encore terminé sa méiose. Donc l'item C était faux. L'item D, il était faux aussi, on vous proposait le spermatocyte 2. Donc le spermatocyte 2, c'est le résultat, entre guillemets, du spermatocyte 1. Le spermatocyte 2, c'est une cellule qui est haploïde, mais qui va commencer la deuxième division méiotique. Donc lui, il ne l'a pas encore terminé. Et l'item E, du coup, il était vrai, on vous proposait la spermatide. Donc on se rappelle, en fait, le spermatocyte 2, il va donner du coup 2 spermatides. Donc comme on avait 2 spermatocytes 2, ça va former 4 spermatides. Ces spermatides, ce sont des cellules qui sont haploïdes, qui du coup ont terminé la méiose et qui vont rentrer dans un processus de spermiogénèse pour permettre la formation d'un spermatozoïde mature. Et c'est ce spermatozoïde mature qui permettra ensuite de venir féconder l'ovocyte. Donc l'item A, il était juste.
Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Et encore une fois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Bisous. Bonsoir tout le monde. Bon alors du coup je vais corriger moi les QCM 12 à 14, j'espère que vous allez bien. Alors pour le QCM 12 c'était A et E, donc l'item A il était vrai, juste pour rappel, en fait à la fin du 5e mois de vie intra-utérine, donc à ce moment-là, on a un stock non renouvelable de follicules primordiaux et ce stock va diminuer, il y a des follicules qui vont dégénérer et ça tout au long de la vie de la femme, donc jusqu'à la ménopause. Ensuite, l'item B était faux. Le follicule primordial, il est constitué de cellules diploïdes, d'une cellule diploïde qui va être entourée donc de cellules folliculaires aplaties. Pour rappel, la cellule contenue dans le follicule primordial, c'est l'ovocyte 1. Et l'ovocyte 1, c'est une cellule diploïde parce qu'elle n'a pas encore entamé les divisions de méiose. Ensuite, l'item C était faux. L'ovocyte 2, il subit un blocage en métaphase 2. Et après, on termine la division méiotique qu'en cas de fécondation. Mais l'ovocyte 2 est bloqué en métaphase 2. Et ensuite, l'item D, il était faux. Les globules polaires, ce sont des cellules qui contiennent du matériel génétique, d'accord, puisque elles sont ces cellules issues des divisions méiotiques. Et donc, elles contiennent la moitié du matériel génétique. Elles sont haploïdes. Et ensuite, l'item E était vrai. Donc, en moyenne, 400 ovocytes 2 vont atteindre l'ovulation. Après, le QCM 13, c'était BCE. Donc là est fausse, puisque le premier globule polaire, c'est une cellule haploïde, je l'ai dit au QCM précédent. L'item B était vrai. Le C est également vrai, juste pour rappel. Donc, le premier globule polaire, il est formé quelques heures avant l'ovulation. Voilà, on le voit ici si on fait un petit retour. Il est formé ici, donc juste avant l'ovulation, à la fin de la division donc réductionnelle. Voilà, ensuite l'item D il est faux, donc justement il va se retrouver au niveau d'un des deux ovaires puisqu'il est formé juste avant l'ovulation, donc forcément dans l'ovaire. Et l'item E il était vrai, juste pour rappel il y a autant du coup de premiers globules polaires formés que d'ovocytes 2. Et enfin du coup le QCM 14 il n'y en avait qu'une, c'était la D, du coup voilà c'était un follicule préantral ou follicule secondaire. Voilà, je vous souhaite un bon courage pour ce confinement. Des bisous. Coucou tout le monde, du coup on va corriger ensemble le QCM 15, donc qui était toujours sur ce schéma de follicule préantral ou aussi appelé follicule secondaire, sauf que cette fois-ci on va s'occuper de corriger la légende. Donc du coup l'item A, donc 1 joue un rôle fondamental dans la reconnaissance des spermatozoïdes, était bien vrai. Donc cette zone-là, c'est la zone pellucide en fait. C'est la zone constituée de glycoprotéines sécrétées par votre ovocyte, responsable de cette reconnaissance, d'autant plus importante dans la réaction acrosomique qui a lieu durant la fécondation. Donc ensuite, l'item B, les cellules de 2 possèdent une activité aromatase. C'est faux. 2, ça correspond aux cellules du stroma ovarien. Ce sont des cellules qui vont se différencier ensuite en cellules de la TEC. Et les cellules possédant l'activité aromatase, ce sont les cellules de la granulosa, ou aussi appelées cellules folliculaires. Ensuite, du coup, c'est faux. Les cellules de 3 formeront la corona radiata lors de l'ovulation, non. 3, ça correspond aux cellules de la TEC externe. Et je vous rappelle encore une fois que les cellules qui sont responsables de la formation de la corona radiata lors de l'ovulation, ce sont les cellules folliculaires, ou aussi appelées cellules de la granulosa. Ensuite, du coup, les cellules de 4 vont se transformer en petites cellules lutéales et non pas en grandes cellules lutéales lors de la lutéinisation. Et 4, ça correspond à la TEC interne. On peut voir juste ici, avec quelques petits capillaires sanguins d'ailleurs. Et 5 est composé de glycoprotéines, c'était faux. 5 correspond aux cellules de la granulosa. C'est cette épaisseur de cellules que l'on voit là. Et qui sont issues des cellules folliculaires en fait. Voilà. Donc c'était tout pour ce QCM. Donc l'item de juste était l'item A. Maintenant on passe dans un autre registre avec le QCM 16 qui parlait du spermatozoïde. Donc il y avait 3 items de vrai, c'était les items A, C et D. Et du coup l'item A était vrai. En effet, le spermatozoïde comprend bien 5 parties que l'on peut voir sur ce schéma. En premier, vous avez la tête. Ensuite, vous avez le col juste ici. Ensuite, vous avez la pièce intermédiaire. Votre complexe filamentaire axial, avec là la pièce
principale et la pièce terminale qui n'est même plus recouverte de membrane. Ensuite, l'item B, il était faux. Donc le spermatozoïde n'est pas produit au niveau de l'interstitium, mais au niveau de l'épithélium des tubes séminifères. L'interstitium, du coup, c'est là où se situent les cellules de Leydig qui, elles, produisent la testostérone. Et c'est une zone très vascularisée, c'est un tissu de soutien qui n'a rien à voir. L'épithélium, c'est là où se situent, du coup, les cellules germinales et les cellules de Sertoli. Ensuite, du coup, l'item C, il était vrai. Le spermatozoïde comporte bien un col où l'on retrouve les centrioles. Et petit moyen mémotechnique, C, col, centriole, bon voilà quoi. C'est comme ça que je faisais pour apprendre en tout cas. Ensuite, le spermatozoïde est la cellule la plus différenciée des cellules germinales mâles, c'est vrai. D'ailleurs, je vous rappelle que le stade de maturation est corrélé au niveau de la position de la cellule germinale en fait. C'est-à-dire que moins votre cellule elle est mature, plus elle se retrouve vers le côté externe de votre tube, et plus elle sera différenciée, plus elle se rapprochera de la lumière en fait. Donc le spermatozoïde, lui, c'est lui qui après est lâché dans le tube, dans la lumière du tube et tout. Donc voilà, c'est bien le stade le plus différencié. Et l'item E, il est faux. Donc votre spermatozoïde subit bien une phase de cytodifférenciation, mais ça ne s'appelle pas la spermiation, mais la spermiogénèse. Attention, la spermiation, c'est le moment où votre spermatozoïde est libéré dans votre tube séminifère, alors que la spermiogénèse, c'est tout ce processus qui va faire que vous passez d'une cellule comme ça à ça quand même. Donc voilà, vous allez avoir du coup les vésicules de Golgi qui vont s'assembler pour former votre acrosome, le noyau beaucoup plus fusé, la création de la pièce intermédiaire avec les mitochondries et le flagelle quoi. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux. Donc du coup, QCM16 c'était ACD, et je finis avec vous avec le QCM17 qui lui concernait les cellules de Sertoli. Il y avait 2 items de vrai, c'était les items D et E. Donc le A c'était faux, ce ne sont pas des cellules germinales mais somatiques occupant toute la hauteur des tubes séminifères. Attention, il ne faut vraiment pas confondre, Yardin a déjà fait un piège, je me souviens pas pour la spermatogénèse, mais par exemple cellules folliculaires dans les cellules germinales, c'est totalement faux par exemple, donc il faut vraiment bien distinguer les deux. Les cellules germinales, ce sont les cellules qui aboutissent à la fin de leur différenciation à une gamète en fait. Et les cellules de Sertoli, elles ne se différencient pas, ce sont des cellules somatiques, elles n'amènent pas la formation de gamètes. Donc voilà, il ne faut pas confondre les deux. Ensuite, l'item B, il était faux. Les cellules de Sertoli constituent une barrière hématotesticulaire par leur jonction serrée et pas jonction communicante. Les jonctions communicantes, elles les ont avec les spermatozoïdes pour tout ce qui est amener les facteurs de croissance et tout, mais jonction serrée pour empêcher le passage du sang dans le tube séminifère qui ferait une attaque. En fait, vos anticorps s'attaqueraient à vos spermatozoïdes, ça entraînerait une stérilité. Donc attention à ça, avec le terme serré, communicante. Serrées entre elles, communicantes avec les spermatozoïdes. Ensuite, du coup, les cellules Sertoli ne sont pas responsables de la production de testostérone. On peut le voir là. C'est les cellules de Leydig en fait qui produisent la testostérone. Par contre, attention, elles produisent l'ABP qui permet de rendre la testostérone fonctionnelle et de créer ce complexe qui va agir lui-même sur les cellules de Sertoli. Voilà. Et du coup, participe au contrôle de la spermatogénèse, oui, totalement, à toutes les étapes. Et ensuite, sont sensibles aux hormones hypophysaires, oui, c'est vrai, on le voit là, elles sont sensibles à la FSH qui est bien produite par l'hypophyse. Donc du coup, voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse avec Quentin pour les derniers QCM. Je vous fais des bisous et bon courage surtout. Bonsoir à tous, donc on passe à la correction du QCM 18. Pour celui-ci, il y avait 3 items de vrai, c'était les items C, D et E. Donc l'item A était faux parce que ce n'est pas l'hypothalamus, mais l'hypophyse qui sécrète de la LH, hormone lutéinisante, agissant sur les cellules de Leydig. En fait, votre hypothalamus, lui, sécrète de la GnRH qui agit sur l'hypophyse, qui, en réponse à cette stimulation de l'hypothalamus, sécrète de la FSH qui va agir sur les cellules de Sertoli et de la LH qui va agir sur les cellules de Leydig. En revanche, l'item B donc, était faux, puisque la FSH agit directement sur les cellules de Sertoli, comme je viens de vous le dire, et non pas sur les cellules germinales. Les cellules germinales elles vont être reliées aux cellules de Sertoli par des jonctions communicantes, et ainsi les cellules de Sertoli contrôlent un peu leur différenciation. Et l'item C, D, E était vrai. Pour le QCM19, c'était une salade, tout était vrai. Un déficit d'apport protéique, une température scrotale supérieure à 35 degrés, les pesticides, les rayons X, une torsion du testicule, tout cela va influencer négativement la spermatogénèse. À cela, on pourrait rajouter les facteurs pharmacologiques,
et bien d'autres. Pour le QCM 20, il y avait 2 items de vrai, donc c'était l'item D et E. Donc l'item A était faux, car ce n'est pas un point commun, la sécrétion hormonale cyclique. En effet, chez l'homme, on a une production continue de testostérone, donc on n'a pas de cycle, alors que chez la femme, là, il y a bien un cycle. On a la phase d'abord folliculaire, de J1 à J14, qui va produire des gonadotrophines et des œstrogènes, alors qu'après, on a la phase lutéale, qui elle est de J15 à J28, qui va produire de la progestérone et des œstrogènes. Donc on n'a pas la même chose tout au long du cycle, donc c'est bien une sécrétion cyclique. L'item B était faux, puisque la morphologie du gamète est une différence majeure. Le spermatozoïde est une petite cellule mobile, avec un flagelle, alors que l'ovocyte 2 est une grosse cellule immobile qui va attendre dans le tiers externe de la trompe qu'un spermatozoïde vienne la féconder. L'item C était faux puisque le nombre produit est aussi une différence. En effet, on a des millions, voire des milliards de spermatozoïdes qui seront produits au cours de la vie d'un homme, alors qu'il y a seulement 400 ovocytes 2 qui seront formés durant la vie d'une femme. Et l'item D était vrai. L'item E était vrai puisque on peut parler de la présence d'un rétrocontrôle hormonal suite à l'axe hypothalamo-hypophysaire gonadique que l'on retrouve chez l'homme comme chez la femme. Donc voilà, c'est fini pour la partie de biocellulaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle colle. À bientôt et bon courage à vous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la correction de la colle du E7. Déjà avant tout ça, déjà je vous souhaite un bon courage de la part d'ailleurs de toute l'équipe, parce que c'est pas des moments faciles actuellement, on le sait, donc on va essayer de faire le mieux pour vous, et vraiment ne lâchez rien, vraiment sachez que ça vaut le coup après, donc vraiment donnez tout. Du coup, on va commencer la colle. Alors QCM 1, c'était tout vrai, salade. Donc item A, c'était vrai, aussi appelé du coup le plan Mattei, donc le plan hôpital 2002-2007. Il a permis un appui à l'investissement de 6 milliards d'euros, donc ça faites toujours attention entre milliards et millions, il peut y avoir le piège en partiel, donc ça faites gaffe. Item B, c'est vrai, il a permis la rénovation des modes d'achat des hôpitaux publics. Item C, c'est également vrai, il a permis le développement de l'hospitalisation à domicile. Item D, pareil, il modifie le financement avec une transition progressive de la dotation globale de fonctionnement DGF vers le paiement à l'activité T2A. Donc voilà, moi ça, la T2A au départ, c'est dans le privé qu'ils ont fait ça, et en 2006, du coup, ils ont établi, lors de cette réforme, le même mode de financement, quoi. Et item E, enfin, c'était vrai, et il créait un conseil exécutif regroupant directeur et médecin. Ok, on va passer au QCM 2. Donc, concernant l'hôpital, là 2008-2012, là c'était A, B et C. Donc, item A, c'était vrai. Donc là, de nouveau, 10 milliards d'euros ont été investis pour le plan hôpital 2008-2012. Item B, c'est également vrai. Donc ce plan est piloté par l'ARS et évalué par la DGOS. Donc ça, vous l'avez moins. C'est dans un ancien chapitre, la DGOS, donc c'est ministériel, n'oubliez pas ça. Et c'est la direction générale de l'offre des offres de soins. Donc voilà. Item C, c'est vrai. Le directeur d'un CHU est nommé par le ministre de la Santé, actuellement Olivier Véran. Item D, c'est faux. En 2011, l'hôpital est passé sous un directoire non pas de 7, mais de 9 membres dans les centres hospitaliers universitaires. Donc dans les CHU, c'est 9 et dans les CH, c'est 7. Faites attention à ça. Et item E, c'était faux. C'est pas l'HAS, c'est l'ARS et le ministère de la Santé qui ont un rôle de tutelle budgétaire dans les hôpitaux avec un plan de retour à l'équilibre. C'est nécessaire et ça, c'est surtout pour les hôpitaux qui sont déficitaires, quoi. Donc voilà, QCM 3, c'était B et C. Donc là, on va passer au système bismarckien et beveridgien. Oui, d'ailleurs, pour ça, là c'est pas dans ce QCM, mais pour horizontal et vertical, je sais pas si ça peut aider certains. Moi, je retenais comme ça, mais pour ceux qui aiment le foot.
En fait, moi, anglais, donc beveridgien, c'est vertical. Et en fait, moi, tout simplement, je pensais, moi, vous savez, en Angleterre, c'est box-to-box, quoi. Donc, ça envoie les longs ballons devant. Donc, du coup, vertical. Tandis qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus un jeu en passe, du coup, horizontal. Du coup, je retenais comme ça. Si ça peut vous aider, c'est cool, quoi. Item A, c'était faux. C'est le système bismarckien de 1883 qui est fondé sur l'affiliation professionnelle. Donc 1942, c'est le beveridgien. Et retenez aussi que le système bismarckien, ça a été fondé en fait par des manifestations, par des mouvements syndicaux en fait. Et ça, on va le retrouver et ça va être logique après par la suite, on va le voir. Item B, du coup, c'était vrai. Le modèle assurantiel protège contre un risque spécifique. Donc ça, c'est bismarckien. Et item C, c'est vrai. Le modèle assistentiel protège contre tous les risques. Donc c'est beveridgien. Donc anglais, c'est du moment que vous êtes citoyen, vous avez leur sécu à eux. Et chacun bénéficie des mêmes prestations. C'est beaucoup plus, comment dire, c'est plus un système solidaire, quoi. Et d'ailleurs, on va le retrouver dans les systèmes D et E. Donc, du coup, D, c'est faux. C'était du coup dans le système beveridgien que chacun bénéficie des mêmes prestations. Et du coup, c'était l'inverse pour le E. Donc, E, faux. C'est dans le système donc bismarckien que les prestations ne sont pas uniformes. Ok, donc on passe au QCM 4. Donc là, c'était A et B. Donc, item A, c'est vrai en Allemagne, il y a obligation pour les employeurs de s'assurer contre les accidents du travail. D'où voilà, comme c'est accentué comme ça a été des mouvements syndicaux, c'est pour les travailleurs, donc retenez vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs au QCM3, voilà, ici que les prestations ne sont pas uniformes, parce qu'en fait au départ c'est pas pour que chacun ait les mêmes droits, c'est pour les travailleurs. Donc voilà, retenez ça. Item B, c'est vrai, il offrait auparavant une gratuité des soins majoritaires. Donc ça change avec la réforme Schroeder, donc des années 2003-2005 à peu près. Et voilà, ça vous le voyez dans le cours un peu plus tard, genre il y a une augmentation des prestations par les citoyens allemands. Item C, c'est faux, il permet une médecine préventive efficace. Item D, également faux, le nombre de lits en Allemagne est excédentaire, faites gaffe à ça. Item E, c'est faux. Donc c'est les pharmaciens, ils ont le droit de substitution. Et en fait, le but, c'est, ils peuvent, par rapport aux médecins, vous orienter vers un produit moins cher, quoi, qui vous arrange. Donc voilà et ça a été fait d'ailleurs en 1989, je crois. Donc après QCM 5, c'était A, B, C et D. Donc, item A, c'était vrai, le premier accord de maîtrise des dépenses est signé en 1977. Item B, c'est également vrai, donc chaque région ou land reçoit une enveloppe globale. Voilà, en Allemagne, c'est beaucoup, les ordres sont beaucoup plus décentralisés qu'en France. Bon, on essaye de tendre vers ça en France, mais voilà, ils vont ressembler plutôt par rapport aux États, par exemple aux États-Unis, comme il y a d'ailleurs comme il y a eu les élections présidentielles, voilà, on peut faire ce petit rapproché. Item C, c'est vrai, l'Allemagne se place deuxième derrière les États-Unis en matière de dépenses de santé au moment de la réunification, puis acquiert un meilleur contrôle. Ça va être par la réforme Schroeder, justement, qui va engranger vraiment 23 milliards d'économies, parce que voilà, à ce moment-là, à la réunification, il y avait énormément de dépenses au niveau de la santé. Item D, c'est vrai, suite à une réforme, il y a introduction du médecin référent. Et item O, bon là faites attention, cette réforme porte le nom de Schroeder et pas de Sertner, ça vous le voyez avec le professeur Saint-Marcoux. Mais du coup voilà, c'est tout pour moi, je vous remercie, je vous souhaite de nouveau bon courage et là je vous laisse avec Margot. Coucou, alors, j'espère que cette colle s'est bien passée et moi je vous retrouve pour corriger les 5 QCM suivants. Alors pour le QCM 6, les réponses justes et les réponses A, B, C et E. Item A. On assiste à une augmentation générale de la contribution des patients dans les dépenses de santé. C'est vrai. Item B. Les assurés ont la liberté de choisir leur case d'assurance maladie. C'est vrai.
c'est la concurrence entre les caisses d'assurance maladie se porte de plus en plus vers l'offre et la qualité des soins. C'est vrai aussi. L'item D est faux. On observe un processus de concentration des caisses publiques et non pas des caisses d'entreprise, principalement en faveur des caisses d'entreprise et non pas publiques. C'était inversé. Et item E est vrai. Il est obligatoire de passer chez son médecin généraliste avant d'aller chez un pharmacien. QCM 7, les réponses justes étaient les réponses A, B, C et E. Alors, item A, en Autriche, la population est couverte par une assurance obligatoire. C'est vrai. Item B, les Pays-Bas comprennent un régime supplémentaire destiné aux fonctionnaires. C'est vrai aussi. Item C, la prévention a une place majeure dans le système de protection sociale suisse. C'est vrai. L'item D est faux par contre, parce que c'est l'Autriche, les Pays-Bas et la Suisse, et non pas la Belgique, qui sont des systèmes dits apparentés au système bismarckien. Donc, juste pour rappel, le système bismarckien, c'est le système qui est dit assurantiel et pas assistentiel, qui est le système beveridgien. Et le système bismarckien date de 1883. Et ensuite, l'item E est vrai. Une des particularités du système de protection sociale français est la multiplicité des régimes. On a plein de régimes par rapport aux autres systèmes de santé dans d'autres pays. QCM 8, les réponses et justes étaient les réponses A, D et E. L'item A. Au Japon, il existe une couverture gratuite pour les personnes âgées. Item B, je ne développe pas parce que du coup il est vrai. Si vous avez des questions, vu qu'on ne peut pas trop interagir avec vous vu qu'on est en vidéo, n'hésitez pas à en poser sur Community. Voilà, juste une petite aparté. Pour le QCM B, l'item B, il est faux parce qu'au Japon, on compte moins de 200 médecins pour 100 000 habitants et pas plus de 200 médecins pour 100 000 habitants. Voilà, on compte environ 184,4 médecins pour 100 000 habitants. Donc c'est moins de 200. L'item C, au Japon, le cabinet libéral regroupe 34% des médecins qui exercent en très grande majorité en solo et non pas en groupe. Item D est vrai, les cliniques comptent en moyenne moins d'une dizaine de lits. Et l'item E, au Japon, l'hospitalisation est possible dans les cabinets en ville. C'était vrai. QCM 9, donc on attaque la toxico, j'espère que ça a été. Les réponses justes étaient les réponses A, B et D. Donc item A, après le cannabis, la méthylène dioxyméthamphétamine est la substance illicite la plus répandue en France dans l'espace festif techno. C'est vrai. L'item B, la MDMA est un produit hallucinogène lorsqu'elle est consommée à forte dose. C'est vrai aussi. Par contre, l'item C était faux parce que le prix d'un gramme de poudre d'amphétamine est moins élevé que celui d'un gramme de MDMA. Un gramme de poudre d'amphétamine vaut 15 euros, pas 100 euros, non. 15 euros le gramme de poudre d'amphétamine contre 60 euros le gramme de MDMA. L'item D est vrai, l'amphétamine est un psychostimulant très puissant. L'item E est faux parce que la méthamphétamine, elle se distingue par de puissants effets qui durent dans le temps. Dans votre sujet, il y avait qui ne durent pas dans le temps. Voilà. Et ensuite, dernier QCM pour moi. Les réponses justes étaient les réponses B, C et E. Item A, il est faux. Chez les 18-64 ans, moins d'une personne sur 20, et pas plus d'une personne sur 20, a expérimenté la MDMA. Alors le pourcentage, il était de 4,3%, du coup ça correspond à moins d'une personne sur 20, parce que 5% ça équivaut à une personne sur 20, et du coup 4,3% c'est inférieur à 5%, du coup moins d'une personne sur 20. Des 18-64 ans ont expérimenté la MDMA. Item B, la consommation dans l'année de MDMA
concerne moins d'une personne sur 10 chez les 18-64 ans. Là, c'est vrai parce que du coup, 10%, ça correspond à une personne sur 10. Et le pourcentage là de la consommation dans l'année de MDMA, elle était de 0,9%, donc moins d'une personne sur 10. Item C, l'expérimentation du chef de file des amphétamines concerne plus d'une personne sur 10 chez les 18-64 ans. Là, c'est pareil, une personne sur 10, 1%. Le pourcentage là était de 1,7%, donc plus d'une personne sur 10. Il faut vachement s'habituer à ces petits... enfin, pas au pourcentage, mais du coup... ouais, j'ai une petite... Bref, il faut vachement s'habituer à jongler entre les deux. Parce qu'en partiel, il met pas les pourcentages, Monsieur Saint-Marcoux met pas les pourcentages en QCM, mais il met les rapports. C'est ça. Et alors du coup, j'en étais à l'item D. La consommation d'amphétamine et de MDMA confondus est 4 à 5 fois plus basse et pas plus haute en France qu'au Royaume-Uni. Et ensuite, l'item E, il est vrai, dans le milieu techno, un tiers des personnes ont consommé de l'ecstasy au cours du mois précédent. Voilà, donc c'est tout pour moi. Bon courage pour la suite de la correction et voilà, je vous fais de gros bisous. Donc bonjour à tous, on va commencer par corriger le QCM 11. Alors pour le QCM 11, les items vrais étaient A et B. L'item A est vrai puisque un métabolite de la MDMA peut être retrouvé sous forme de love pill. C'est vrai, ce métabolite il s'agit de la MDA ou de la ténamphétamine. L'item B était vrai puisque la MDA et la MDEA appartiennent bien tous les deux à la classe des entactogènes. Les entactogènes, ce sont des molécules qui ont la capacité de faciliter les contacts. L'item C est faux, la MDE comme la EVE sont bien inscrites au tableau des stupéfiants. Et enfin, les items D et E qui allaient ensemble. Le MCPP est détecté depuis 10 ans, alors que le 2CB, lui, il est détecté depuis les années 1970. Pour le QCM 12, les items vrais étaient A, B et C. L'item A est vrai, puisque à pH basique, seul 1% de l'amphétamine va être éliminé sous forme inchangée. Un pH basique, ça correspond à un pH de 7,5 à 8, alors qu'avec un pH acide de 5,5 à 6, ce sera 75% de l'amphétamine qui sera éliminée sous forme inchangée. L'item B est vrai, la Tmax de l'amphétamine et de la MDMA sont relativement proches. C'est vrai, ces deux Tmax sont environ de 2 heures. L'item C est vrai, puisque l'amphétamine peut être détectée dans les urines au bout d'une vingtaine de minutes. Là, c'est bien un ordre de grandeur qu'il va falloir avoir en tête. L'item D est faux, puisqu'il est difficile de détecter quel type d'amphétamine a été consommé grâce aux métabolites retrouvés dans les urines. C'est vrai, ces métabolites, on va les qualifier de peu spécifiques. L'item E est faux, la MDA est un métabolite actif de la MDMA, donc ça c'est par rapport aux items du QCM précédent. Le QCM 13, les items vrais étaient A et D. L'item A est vrai puisque l'amphétamine elle agit bien au niveau des neurotransmetteurs qui sont l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine, et ces neurotransmetteurs sont qualifiés de catécholaminergiques. L'item B est faux puisque l'amphétamine provoque une inhibition compétitive de la capture de la dopa dans les vésicules présynaptiques. Cet item il est intéressant parce qu'il permet de comprendre le fonctionnement de l'amphétamine. Au niveau des présynapses, on va avoir une recapture de la dopa pour qu'elle soit recyclée. Si on inhibe cette recapture, alors on va augmenter la concentration dans la synapse et donc les effets. L'item C est faux, la méthamphétamine elle a une action sympathomimétique indirecte par libération de la noradrénaline des fibres sympathiques post-ganglionnaires. Cet item il est aussi intéressant parce qu'il permet de comprendre que la méthamphétamine elle va induire une libération de noradrénaline. Cette libération de noradrénaline elle a un effet sympathomimétique, et donc vu que c'est la libération de la noradrénaline qui permet cet effet, on va parler d'un effet indirect. L'item D est vrai, la MDMA elle a un effet sérotoninergique indirect par un mécanisme similaire au mécanisme dopaminergique de l'amphétamine. Pour cet item, je vous conseille de reprendre à tête reposée le mécanisme de la MDMA et de le comparer à l'effet de l'amphétamine. Pour l'item E, il est faux puisque la MDMA elle entraîne une augmentation qui est temporaire de la sérotonine dans la synapse par relargage, inhibition de la recapture et inversion des systèmes de transport. Ici, l'effet il est forcément temporaire puisque s'il était permanent, il n'y aurait pas de disparition des effets.
Pour le QCM 14, l'item A est faux puisqu'il existe des risques d'hypertension liés à la consommation d'amphétamines. Tout ce qui va être les effets des différentes drogues, il faut bien les comprendre et bien les apprendre. L'item B est vrai, l'amphétamine et ses dérivés, ils induisent une dilatation de la pupille. Cette dilatation de la pupille, on va aussi parler de mydriase. L'item C est vrai, un état d'hyperactivité intellectuelle peut se faire ressentir lors d'une consommation d'amphétamine, c'est bien vrai. L'item D est vrai, puisque comme le cannabis, l'amphétamine a un effet bronchodilatateur. Et enfin pour l'item E, je pense que vous avez tous trouvé la réponse. Pour le QCM 15, l'item A est vrai, puisqu'on observe une augmentation de l'exposition pour certains polluants dont les concentrations sont plus importantes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est une phrase des nouveaux cours du professeur Druet-Cabanac, qu'il faut, je pense, bien comprendre et bien apprendre. L'item B est faux, les risques sont classés en fonction de deux grandes catégories, la localisation du bâtiment et l'usage du bâtiment, et non pas son âge. L'item C est faux, puisque la proximité des tours aéro-réfrigérantes peut engendrer un risque biologique lié aux légionelles. C'est un risque biologique puisque les légionelles sont bien des bactéries. Et enfin, l'item D était vrai, puisque les photocopieurs peuvent être à l'origine d'une pollution à l'ozone. Et l'item E est vrai, puisque les principaux polluants physiques dans l'habitat sont le radon et l'amiante. Pour le radon et l'amiante, il faut bien savoir que ce sont des polluants physiques. Du coup, c'est tout pour moi, je vous laisse pour la suite et bon courage. Coucou, alors pour le QCM 16, les réponses étaient BCE. La A, elle est fausse parce que le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et toxique, donc pas non toxique. La B, c'était vrai, une intoxication au monoxyde de carbone peut être entraînée par des locaux mal ventilés. La C, c'était vrai aussi, le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité par toxique, et on rappelle qu'il y a environ 300 décès par an. Donc l'item D, c'était faux, par contre, c'était pas 2000 décès par an, mais 4000 décès par an qui sont générés par des intoxications accidentelles au monoxyde de carbone. Donc l'item E, c'était vrai. Les céphalées, donc les mal de tête, les nausées, les vomissements font partie des signes cliniques d'une intoxication aiguë au monoxyde de carbone. Donc pour le QCM 16, les réponses étaient BCE. Pour le QCM 17, c'était ACD. Du coup, la A, c'était vrai, l'ingestion ou l'inhalation de plomb peut provoquer le saturnisme infantile. Donc la B, c'était faux. Après absorption digestive de plomb, il est stocké dans les tissus mous et dans les os, pas que dans les tissus mous. Du coup, l'item C, c'était vrai. On a un enfant de 9 ans qui possède une plombémie de 65 microgrammes par litre et donc il est bien atteint de saturnisme. En fait, un cas de saturnisme c'est défini comme une personne de moins de 18 ans, donc un enfant, dont la plombémie atteint 50 microgrammes par litre ou le dépasse. Donc voilà. L'item D, c'était vrai. En 2018, il y avait 620 nouveaux cas d'intoxication au plomb qui ont été notifiés. Item E, c'était faux. En 2018, il y avait 4500 enfants et pas parents qui ont bénéficié d'une plombémie. Et du coup, une plombémie, c'est la mesure du taux de plomb dans le sang. Donc voilà, pour le QCM 17, c'était ACD. Pour le QCM 18, c'était seulement la A. Donc pour la A, donc c'était vrai. L'ingestion d'écailles de peinture au plomb ou d'eau du robinet contaminée par des canalisations en plomb, c'est une exposition à risque de saturnisme. La B, c'était faux. Le tabagisme passif est un facteur à risque de saturnisme infantile. La C, c'était faux. C'était des 12 microgrammes par litre et pas 20 microgrammes par litre de plomb chez l'enfant. Il y a un point de QI qui est perdu. Et on rappelle que les altérations cognitives persistent lorsque les enfants grandissent et persistent à l'âge adulte. Donc l'item D, c'était faux. Le saturnisme infantile peut engendrer des troubles cognitifs, neurologiques, comportementaux et de la motricité fine, et pas que des troubles cognitifs et neurologiques.
L'item E, c'était faux aussi. En cas de saturnisme infantile, une déclaration obligatoire et une enquête environnementale ne suffisent pas, parce qu'il faut aussi un contrôle à 3 mois, puis tous les 3 à 6 mois selon l'évolution de la plombémie. Il faut aussi des conseils hygiéno-diététiques. Il faut aussi repérer dans la famille les autres enfants qui peuvent être atteints de saturnisme et les femmes enceintes. Donc pour le QCM 18, c'était bien que la A. Le QCM 19, c'était DE. Du coup, la A, c'était faux. Le radon est un agent physique et pas biologique qui fait partie des principaux polluants de l'habitat. La B, c'était faux aussi. Le gaz est un radon... le radon est un gaz et pas un solide radioactif, inodore, incolore, provenant de la désintégration naturelle de l'uranium. La C, c'était faux aussi. La concentration moyenne de radon dans une habitation française est de 90 becquerels par mètre cube. Donc la D, c'était vrai. Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Et on rappelle que 10% des décès par cancer du poumon sont liés au radon. Et la E, c'était vrai aussi. La norme résidentielle du radon est de 300 becquerels par mètre cube. Donc QCM 19, c'était DE. Pour le QCM 20, c'était AC. Donc la A, c'était vrai. L'amiante est défini par un ensemble de silicates fibreux résistants au feu. Donc oui. L'item B, c'était faux. Il existe 2 groupes minéralogiques d'amiante, les serpentines et les amphiboles. Donc les serpentines, ça comprend les chrysotyles, c'est l'amiante blanc, et les amphiboles comportent 5 variétés d'amiante qui sont l'anthophylite, l'amosite, l'actinolite, la trémolite et la crocidolite. Et ça, c'est à connaître. Du coup, là, c'était vrai, les plaques pleurales sont un marqueur d'exposition à l'amiante. La D, c'était faux. À partir du 1er janvier de 1997 et pas de 2002, la France interdit l'utilisation de l'amiante. Et la E, c'était faux. L'inhalation de fibres d'amiante peut induire un mésothélium avec un O de la plèvre, parce que le mésothélium avec un U, c'est une couche de cellules qui sont aplaties et qui tapissent la surface interne d'une membrane séreuse. Du coup, ça c'est méchant, mais ça arrive souvent, les pièges mésothélium O et mésothélium U. Du coup, voilà, on espère que tout va bien pour vous. On vous fait des bisous et à bientôt.